Bonjour, nous allons donc parler de lymphome gastrique. Je n'ai pas le conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Voici nos objectifs pédagogiques: connaître l'épidémiologie de lymphome gastrique, comprendre la physiopathologie de ces lymphomes, connaître les démarches diagnostiques devant une suspicion d'un lymphome gastrique, connaître les bilans pré-thérapeutiques qui doivent être réalisés suite au diagnostic d'un lymphome gastrique, ou enfin connaître les principes de traitement et du suivi de ces lymphomes. Les lymphomes gastriques, ce sont les lymphomes non-hodgkiniens qui sont développés à partir des tissus lymphoïdes associés au mucus, qu'on appelle MALT. Normalement, ce tissu n'est pas présent dans l'estomac, mais il peut apparaître lors d'une infection chronique, notamment par Helicobacter pylori. Nous distinguons deux types de ces lymphomes: le lymphome à petites cellules B, dit de faible degré de malignité, ou bien le lymphome à grandes cellules B. Les lymphomes à petites cellules B sont les plus fréquents. Ils proviennent de la zone marginale du MALT ou du dôme du MALT. Les plus souvent, ils sont localisés d'évolution indolente et de manière arbitraire. C'est à ce type de lymphome qu'on réserve le terme lymphome du MALT. Les lymphomes à grandes cellules B, ils peuvent survenir de novo. Et dans ces cas, on les appelle lymphome diffus à grande cellule B, selon la dernière classification de l'OMS, ou bien ils peuvent survenir suite à une transformation des lymphomes de la zone marginale du MALT, donc de ces premiers types de lymphomes. En quel cas, on dit que ce sont lymphomes du MALT transformés. Et voici donc schématiquement présenté les tissus lymphoïdes du tube digestif, la lumière intestinale, l'épithélium de surface et toutes ces différentes structures de ces tissus lymphoïdes. La zone qui nous intéresse le plus, c'est celle-là, c'est la zone marginale ou le dôme où se trouvent ces petites cellules B, lymphocytes B, des phénotypes CD20+, CD10 mois, CD5 mois, et ce sont ces petits lymphocytes qui peuvent donner naissance au lymphome. Les lymphomes gastriques, ce sont les tumeurs rares, qui constituent moins de 5% de tous les cancers gastriques, dont les études plus anciennes ont noté une augmentation globale de l'incidence des lymphomes digestifs, mais les études plus récentes montrent finalement que cette incidence probablement diminue, notamment de lymphome gastrique dit MALT, et cette diminution est principalement liée à la diminution de la prévalence de l'Helicobacter pylori. Nous avons essayé d'estimer l'incidence de ces lymphomes en France à l'occasion de notre étude nationale EpiMALT, et cette incidence standardisée a été estimée à 0,4 pour 100 000 personnes années, ce qui veut dire que nous avons environ 250 nouveaux cas de lymphome du MALT par an en France. La physiopathologie des lymphomes gastriques n'est pas complètement comprise, mais on connaît quelques éléments qui nous ont permis d'élaborer ce schéma un peu hypothétique de lymphomagenèse gastrique, et qui donc commencerait par l'infection à Helicobacter pylori, qui conduit au développement d'une gastrite avec la stimulation des lymphocytes B, ensuite des lymphocytes T. Un rôle important des différents acteurs, notamment des cytokines, est reconnu maintenant dans ce processus de l'activation et ensuite des proliférations des lymphocytes, avec l'apparition de l'altération génétique au niveau de ces lymphocytes, stimulation des différentes voies de signalisation intracellulaire, avec notamment les voies pro-inflammatoires comme la voie de NF-κB, qui peuvent finalement conduire au développement de ces lymphomes, tout d'abord à petites cellules, et ensuite, dans certains cas plutôt rares, en présence d'autres répartiers qui ne sont pas très bien connus d'ailleurs, développement d'un lymphome à grande cellule B. Maintenant, nous allons passer aux aspects cliniques. Tout d'abord, le diagnostic. Les circonstances des diagnostics peuvent être diverses. Et ça peut être les symptômes. Les symptômes ne sont pas spécifiques, parfois dyspepsie, syndrome ulcéreux. Très souvent, il s'agit d'un diagnostic fortuit qui est porté lors d'une fibroscopie réalisée pour d'autres causes, ou bien sur l'analyse histologique des biopsies gastriques prélevées de manière systématique, et parfois sur une muqueuse gastrique qui est d'apparition tout à fait normale, macroscopique. Parfois, ces diagnostics est fait devant les complications comme l'hémorragie digestive ou perforation, et ceci concerne principalement le lymphome à grande cellule.
Les aspects endoscopiques des lymphomes gastriques sont, eux, non plus non spécifiques. Ça peut être tout simplement un érythème. Très souvent, ce sont les ulcères ou bien ça peut être les formes polypoïdes. Mais la clé du diagnostic, c'est l'analyse histologique et immunohistochimique où on voit un tableau typique avec un filtrat dense, homogène, des petits lymphocytes B avec la présence de lésions lymphoépithéliales et sur le plan immunohistochimique, l'expression des marqueurs CD20 et l'absence d'expression de CD5, de CD6, 10 ou de cycline D. On recherche toujours Helicobacter, comme ici sur cette photo, après la coloration par Giemsa, et on voit les petites bactéries là au niveau des glandes. Il est indispensable toujours de chercher les grandes cellules B pour exclure et pour écarter les lymphomes qui sont double transformés. Et on recherche également la translocation 11-18. Donc l'analyse est parfois délicate, il y a pas mal de pièges, donc il est important que ces diagnostics soient confirmés par les experts et qui font partie des réseaux lymphopathes. Une fois le diagnostic est confirmé, nous allons bien sûr réaliser un bilan préthérapeutique. Ce bilan va comprendre bien sûr l'examen clinique avec l'évaluation de l'état général, la recherche des signes généraux. Bilan ORL fait partie de ces bilans. Et bilan biologique de base avec en particulier l'électrophorèse des protéines, LDH, bêta des microglobulines, sérologie virale et si possible phénotypage lymphocytaire. Sur le plan d'imagerie, les scanners thoraco-abdominopelvien et une TPFDG peut être réalisée en particulier dans le cas des lymphomes à grandes cellules. Les lymphomes du MALT fixent rarement FDG. Bilan endoscopique comprend une fibroscopie, bien sûr, ésogastro-duodénale avec multiples biopsies au niveau de la lésion, mais également au niveau de la muqueuse extralésionnelle. Il faut réaliser au moins 2 biopsies, prélever au moins 2 biopsies de l'onde, 2 biopsies des fundus et une biopsie au niveau de l'angulus. Donc, on fait une petite cartographie et son objectif, c'est bien vérifier l'état de la muqueuse gastrique et notamment rechercher les lésions précancéreuses comme l'atrophie ou métaplasie intestinale qui sont souvent associées. Dans notre série, 30% de ces patients avaient ces lésions précancéreuses. L'endoscopie haute fait partie du bilan aussi de routine et elle nous permet d'évaluer le degré d'infiltration dans la paroi gastrique et également la présence éventuelle d'un envahissement ganglionnaire et enfin l'iléocoloscopie qui complète ces bilans endoscopiques et qui sert surtout à chercher éventuellement d'autres localisations au niveau d'autres fragments du tube digestif. Enfin, le dernier élément, c'est biopsie ostéomédulaire. Elle n'est pas obligatoire, elle ne doit pas être faite de manière systématique dans tous les lymphomes du MALT, mais elle peut être discutée quand il y a des arguments en faveur d'une dissémination des lymphomes ou bien quand il y a une non-réponse au traitement. À l'issue de ces bilans, on devrait pouvoir donc classifier notre lymphome. Selon ces classifications, il y en a deux. La première ancienne, qui a été proposée en fait qui a été créée pour les lymphomes ganglionnaires, classification de Ann Arbor, qui est ensuite adaptée au tube digestif par Mouchoff et qui distingue 4 stades, et la classification plus récente, on dit classification de Paris, qui notamment prend en compte surtout les résultats de l'échondoscopie et qui est particulièrement adaptée au lymphome gastrique. Donc cette classification, c'est une classification TNM, et donc elle permet, classifier le lymphome en fonction de la profondeur de l'infiltration dans la muqueuse et la présence ou non de l'envahissement ganglionnaire, en sachant que, comme nous avons dit déjà, les lymphomes du MALT, les plus souvent, ce sont les lymphomes localisés, donc ils se trouvent au niveau de stade 1 ou de stade 2. Les traitements. Pour le lymphome de la zone marginale du MALT, la première ligne de traitement, c'est toujours le traitement d'éradication d'Helicobacter pylori, et ceci indépendamment du statut initial. Quand on dit statut H. pylori, attention, on pense pas seulement à l'histologie, mais également à la sérologie. Donc, histologie négative, il faut toujours réaliser la sérologie, et si les deux examens sont négatifs, on peut parler de statut H. pylori négatif. Mais malgré cela, on a toujours des doutes, il n'y a aucune méthode parfaite, donc au cas où, juste, on propose ce traitement d'éradication pour traiter l'infection qui est potentielle.
Les premiers contrôles endoscopiques est proposé à 6 à 8 semaines après le traitement, d'une part pour vérifier l'évolution des lésions macroscopiques, s'il y en avait, notamment des ulcères, pour s'assurer de bonne évolution de ces lésions, également pour prélever les biopsies qui nous permettent d'évaluer l'évolution histologique du lymphome, mais aussi pour rechercher l'Helicobacter pylori. Si l'évolution est favorable, on peut ensuite proposer les contrôles endoscopiques tous les 4 à 6 mois, et ceci jusqu'à l'obtention d'une rémission histologique complète. Et cette rémission histologique va être évaluée selon les scores du GELA. Là, encore une fois, le rôle d'un expert, de pathologiste expert est essentiel. Il est important de souligner qu'il faut vraiment attendre jusqu'à au moins 24 mois avant de déclarer la persistance des lymphomes et non-efficacité des traitements d'éradication. Si persistance du lymphome après 24 mois, en l'absence de lésions macroscopiques, eh bien, on peut discuter effectivement l'attitude. Soit on peut prolonger, on peut poursuivre la surveillance, soit on peut proposer les traitements, le plus souvent des traitements locaux par radiothérapie à faible dose qui donnent d'excellents résultats, très bonne tolérance dans ces lymphomes qui sont le plus souvent localisés. Et à noter qu'il y a 3 facteurs prédictifs de non-réponse à l'éradication qu'il faut avoir à l'esprit: statut et H. pylori négatif, et présence de l'atteinte ganglionnaire, donc les formes N+, et la présence de la translocation 11-18, et en présence d'un de ces facteurs, effectivement, on peut plus volontiers peut-être et plus tôt penser, mais pas avant 24 mois, penser à introduire la deuxième ligne de traitement. Donc, tout ceci est résumé sur ces diagrammes. Première ligne d'éradication, toujours éradication d'Helicobacter pylori. On attend jusqu'à au moins 24 mois. Si la rémission histologique complète, on propose la surveillance. Si la persistance du lymphome, on peut discuter soit la surveillance, soit radiothérapie, soit éventuellement immunochimiothérapie, notamment dans les formes avec l'envahissement ganglionnaire. Quelques mots sur le traitement des lymphomes diffuses à grandes cellules B. Ce sont les lymphomes connus pour leur chimiosensibilité. La première ligne de traitement, c'est immunochimiothérapie avec ce schéma R-CHOP qui est le plus souvent utilisé, et ce traitement, bien sûr, qui se déroule dans les services d'hématologie. N'oublions pas de traiter quand même l'Helicobacter pylori. Tout simplement, on probabilise pour traiter un éventuel contingent à petites cellules B. Dans les formes disséminées chez les patients jeunes en parfait état général, on peut proposer une chimiothérapie renforcée avec l'autogreffe des cellules de souche hématopoïétique. Tout ça, après discussion bien sûr, les dossiers au staff dédié, staff lymphome, et bien sûr la collaboration entre le gastroentérologue et les hématologues dans la prise en charge de ces lymphomes est essentielle. Le suivi et le pronostic. La surveillance est nécessaire avec contrôle endoscopique annuel et ensuite plus espacé, en adapté à chaque patient. Très important, nous avons dit, ces patients-là, ils présentent un risque accru d'un carcinome gastrique, donc il ne faut pas les perdre de vue. La survie globale est très bonne. Dans notre étude, c'était plus de 80%. Et en fait, le risque de récidive des lymphomes évalué, il n'est pas nul, mais il est très faible. Par contre, il y a un risque d'autres cancers, adénocarcinome gastrique, mais également d'autres cancers qui augmentaient. Il faut savoir cela à l'esprit et vraiment ne pas perdre de vue ces patients. Donc, pour résumer, voilà les points forts qu'on pourrait retenir. Aujourd'hui, les diagnostics de lymphome gastrique reposent sur l'analyse anatomopathologique et immunohistochimique des biopsies gastriques. Il doit être toujours confirmé par un expert faisant partie des réseaux lymphopathes. Le traitement de première attention est toujours traitement d'éradication d'Helicobacter pylori, et ceci indépendamment des statuts positifs ou négatifs initial. Après traitement d'éradication, une surveillance endoscopique à 6 à 8 semaines et puis semestrielle est nécessaire et indiquée. En cas de lésion persistante, il faut savoir attendre au moins jusqu'à 24 mois de suivi avant de proposer une nouvelle ligne de traitement qui peut être une radiothérapie, éventuellement une chimiothérapie dans le cas de lésions plus disséminées avec envahissement ganglionnaire, afin d'éviter les surtraitements, les toxicités inutiles. Et enfin, après rémission complète, la surveillance endoscopique, a priori à vie, doit être poursuivie en raison d'un risque accru d'adénocarcinome chez ces patients. Je vous remercie pour votre attention et je pense que nous avons quelques minutes pour la discussion et pour la question éventuelle.
Merci beaucoup, Tamara, pour ce topo très complet. Beaucoup de questions, alors notamment sur le statut Helicobacter pylori négatif. Jusqu'où faut-il aller pour montrer la négativité? Faut-il réaliser des PCR sur les biopsies? Et est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que de toute façon, tu ne vas pas proposer un traitement d'éradication? Oui, je comprends. Merci pour cette question. Donc, en effet, on n'est jamais sûr à 100% de ces statuts. En fait, il y a deux eczémas qui sont considérés et pour avoir ayant les meilleures performances, c'est l'histologie, parce qu'on a beaucoup de biopsies. On peut ajouter PCR si on a cette possibilité et la sérologie. Et effectivement, je pense que c'est peut-être pas nécessaire dans la pratique de tous les jours aller plus loin. Et par contre, de savoir si c'est statut, parce que comme vous dites, on va de toute façon proposer l'éradication des hélicobactères. Par contre, c'est important parce que comme nous avons dit, si vraiment le statut est négatif, peut-être ça peut influencer la prise en charge après, parce qu'on sait que le statut H. pylori négatif, c'est un facteur pronostic des non-réponses à l'éradication. Voilà, donc ça paraît un peu illogique et pourtant, je pense que le traitement même probabilise un sens et on va gagner peut-être un tout petit peu et ça va, mais quand même, c'est bien d'avoir quand même les statuts. Donc, en moi, je dirais histologie et la sérologie. Et si vous pouvez, sur les biopsies, faire en plus la PCR, tant mieux. Y a-t-il intérêt à envoyer les biopsies au réseau Lymphopath ou pas spécialement? Je n'ai pas compris. On dit que la rélecture est actuellement obligatoire. Obligatoire. Ce n'est pas pour un registre, ça. C'est tout à pas fait. pour ça. Non, c'est pas comme un registre. Ça fait partie, d'ailleurs, comme dans tous les tumeurs rares. Pour les tumeurs neuroendocrines, on a TEMPAT. Pour les lymphomes, on a lymphopathe. Donc, quand on est devant les tumeurs un peu rares et on connaît tous les pièges et différentes difficultés, je pense que c'est bien de retenir cette règle. Et dans la plupart des centres, on a quelqu'un qui fait partie de ces réseaux. Donc, il faut toujours chercher, ça devrait être possible, de confirmer les diagnostics par un expert faisant partie de ces raisons, même en routine clinique. Autre question, si on a un petit peu de temps encore. On fait vraiment ce bilan, en cas de lymphome du Malte, est-ce qu'on fait le bilan exhaustif que tu as proposé, notamment la coloscopie? On demande si c'est vraiment nécessaire de réaliser une coloscopie. Oui, on a discuté, vous avez peut-être vu dans les différentes recommandations que nous avons rédigées, dans les recommandations européennes, on a mis un tout petit peu sur l'option. Si vraiment il n'y a aucun argument sur éventuellement, c'est quand même rare, ça arrive parfois d'avoir d'autres localisations. Nous, on a eu quelques cas, les lymphomes gastriques du Malte et un autre qui était au niveau du côlon. Donc, ça arrive parfois. Donc, bon, on a la tendance de les faire. Et dans les dernières recommandations, de notre thésaurus, ça fait partie quand même du bilan de routine. Mais vous avez raison, en fait, c'était assez discuté. Catherine, je peux poser une question? J'aimerais que vous puissiez préciser ce que vous avez dit sur la surveillance après le primo-traitement d'Helicobacter pylori. Vous avez dit qu'on faisait des surveillances endoscopiques tous les 6 mois, mais qu'on ne ferait un traitement de deuxième ligne qu'au bout de 24 mois. Donc, y a-t-il quand même, durant cette période où on fait des endoscopies tous les 6 mois itératives, des signes endoscopiques, notamment, qui devraient déboucher sur un deuxième traitement plus précoce? Ou est-ce que vraiment, quoi qu'il arrive, il faut attendre 2 ans avant de faire autre chose? C'est un point qui reste un petit peu pas clair, en tout cas dans mon esprit. Je comprends. Je pense que peut-être je n'étais pas assez claire alors, parce qu'en fait, ce que j'ai dit, les premières endoscopies, pour être très, très clair, en particulier quand on a lésion macroscopique, 6 à 8 semaines, ok? Si on voit il faut vraiment, c'est le premier élément, pour bien évaluer l'évolution, regardons les lésions macroscopiques. Si on avait avant, si on n'avait pas, c'est différent. S'il y avait les ulcères, il faut quand même s'assurer qu'il n'y a plus d'ulcères. Si on a, ça peut complètement accélérer notre prise en charge, changer, etc. Imaginons d'abord que l'évolution est très bonne. Donc, on reste avec les lésions microscopiques. Donc, on les base sur la base de l'histologie. Et tant qu'on a ces lésions microscopiques, moi, personnellement, je fais l'endoscopie tous les 6 mois. On est d'accord? C'est pas que j'attends 24 mois. Je le fais tous les 6 mois. Pourquoi? Jusqu'à la disparition vraiment de lésions histologiques. Pourquoi? Justement, avec ces risques qui n'est pas énorme, mais qui existent, des transformations en grandes cellules. Donc, c'est pour cela qu'on fait tous les 6 mois. C'est pas qu'on laisse attendre jusqu'à 24 mois. Et ça, jusqu'à la disparition de contagion histologique. Mais si au premier contrôle endoscopique, il reste des lésions ulcérées, par exemple,
qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est vraiment une question. Si on a vraiment les éléments objectifs pour dire qu'il y a quand même une évolution favorable, c'est-à-dire il y avait de gros ulcères, on voit parfois des gros ulcères, hein. On voit que les lésions ont beaucoup diminué, cicatrisé, on peut laisser encore un peu de temps. Si on voit qu'il n'y a rien, eh bien, effectivement, ça peut être un argument d'aller plus agressivement, bien sûr. D'accord. D'accord. Ce ne sont pas des grandes cellules, et peut-être effectivement une nouvelle ligne tout de suite. Et dernière question pour ce qui me concerne, le traitement d'éradication, dans le plus commun des cas, c'est le Pilera. Mais j'ai cru comprendre à la lecture de votre texte qu'il était proposé des stratégies différentes, notamment basées sur l'antibiogramme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Donc ça, c'est un effectivement, nous avons fait aussi, comme vous savez, il y a 2 ans maintenant, les HAS, nous avons fait des recommandations nouvelles, et il y a d'autres qui vont arriver, et donc il est très clair que les grands changements qui s'annoncent maintenant, c'est qu'on devrait faire l'antibiogramme dans la mesure du possible de la première ligne de traitement. Et en effet, tu as raison, si on n'en a pas, les traitements les plus sûrs qu'on peut proposer sans antibiogramme, c'est Pilera. Mais tant qu'on peut, il faut vraiment faire aller dans ce sens, soit l'antibiogramme classique, soit encore mieux. Et je pense qu'actuellement, il y a toutes les actions au niveau national pour équiper les laboratoires. C'est la méthode de PCR, directement sur les biopsies, qui est vraiment très bonne, parce que les questions essentielles, c'est bien sûr la sensibilité à la clarithromycine, puisque c'est ça notre premier ennemi dans cette éradication. Donc, pour résumer, si possible, l'antibiogramme et selon l'antibiogramme, le traitement ciblé, sinon, c'est Pilera qui serait effectivement la première ligne la plus adaptée. Très bien, merci. Catherine, je pense qu'on va s'arrêter là. Tu es d'accord? Merci. Merci beaucoup, Mme Tamiziak.